Il y a quelques années encore, on rigolait des résultats de ChatGPT en mathématiques. Je crois que ça pédalait vraiment pour résoudre des petits problèmes très très simples. Et je lisais hier un article qui disait que maintenant ça commençait à craquer des équations sur lesquelles des mathématiciens se cassent la tête depuis un certain temps, en 2 ans et demi. Et donc, encore un résultat, on pourrait dire, qui peut-être peut nous pousser à nous ouvrir au discours qui circule beaucoup, qui nous dit que les IA génératives eh bien, rendent l'homme et l'humanité, si on élargit, rendent l'homme et l'humanité incroyablement plus puissants, plus puissantes. Voilà. Comme si on avait dans la main une sorte de super outil. Il y a une technologie nouvelle génération, et c'est le cas, d'une dimension un peu supérieure à ce qu'on imaginait jusqu'à maintenant, et qui nous donne des capacités nouvelles, hors normes, inattendues. Il y a une question qui circule moins, parce que si on se représente simplement l'IA comme un outil, oui, c'est un petit peu comme à l'extérieur de nous. C'est quelque chose qui me donne une potentialité sur la question qu'il faut aussi se poser, c'est quand j'ai cet outil dans la main, qu'est-ce qu'il produit sur moi? Voilà. Quand on utilise un outil, on peut choper mal au dos, si c'est un outil un peu trop lourd. Mais là, ce n'est pas le même genre d'outil. Donc, qu'est-ce que l'usage de l'outil IA, que l'on peut appeler un dispositif statistique probabiliste, parce que quand on entend intelligence artificielle, déjà, on est dans un imaginaire un peu trompeur. Voilà. Donc, des dispositifs statistiques probabilistes, quand on les utilise, qu'est-ce qu'ils produisent au-dedans de nous et entre nous? C'est un peu la question de ce soir, avec du coup cette perspective de est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qui sont fragilisées ou appauvries au-dedans de nous? Alors le titre, c'était IA générative, homme dégénéré, point d'interrogation. Voilà. Je vais faire les choses assez simplement, puis en faisant un peu en analysant des petits cas concrets, pour vous encourager chacun à faire la même chose aussi, peut-être cette semaine. Quel est l'impact sur les capacités individuelles? Alors, je vais rapidement sur ce que ça peut nous apporter, dont on a tous un petit peu l'expérience et aussi dont nous sommes abreuvés par de la publicité, par des discours ambiants, par pas mal de médias aussi dans lesquels on voit que la parole est beaucoup donnée à des gens qui portent économiquement cette technologie ou ces technologies. Alors il faut sans doute, vous voyez, dans ce que ça peut apporter, c'est que utiliser une IA, au point de vue je parle des compétences, des capacités intérieures, ça demande, pour bien l'utiliser, de savoir faire un bon prompt. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui se sont formés à faire des bons prompts, c'est-à-dire bien informer l'IA pour obtenir le résultat que j'en attends et un résultat un petit peu performant. Voilà. Moi, je ne sais pas prompter. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de le faire. Donc, je n'ai pas d'expérience là-dessus, mais sans doute il y en a parmi vous qui en ont. Et on peut penser que c'est une vraie capacité, vous voyez, d'avoir cette intelligence de la bonne question, les bons mots à donner pour que l'IA tourne. Je parle d'un usage un petit peu courant dans le travail. Je ne parle pas des usages très pointus, très techniques. La conséquence principale, c'est un gain d'efficacité. On peut avoir le mot dans l'oreille parce que c'est un mot qui est dominant en fait dans notre temps et aussi par rapport à l'émergence de ces technologies. Voilà. Gain d'efficacité. Je vais pouvoir faire plus vite quelque chose que je pourrais faire moi-même. Un résumé, une note de réunion à 5 personnes, je fais enregistrer, je récupère la note, je relis. Je gagne 1 heure ou 2 selon la longueur de la réunion. Ça peut aussi mieux, entre guillemets, faire quelque chose que je pourrais faire. Si je ne suis pas très bon
en résumé de réunion ou en synthèse, je vais me dire, bah, en fait, de toute façon, ça va être mieux. Si j'ai une petite association et que je ne sais pas faire d'affiches, je vais me dire, bah, tiens, je suis content qu'avec un petit prompt, on me sorte une affiche pour mon événement, parce que j'ai pas de Respocom. Donc ça tombe bien, il y a une IA qui peut faire le travail. Bah, donc ça va mieux faire, parce que moi j'aurais bricolé une affiche, ou alors ça peut parfois produire quelque chose que je pourrais absolument pas faire moi-même. Voilà. Je fais pas de maths, ça me résout un problème de maths, ou j'aurais mille autres exemples. Mais vous voyez, ce que je viens de nommer là ne développe pas, à part la capacité à faire un prompt, ne développe pas en moi tellement une capacité particulière. En revanche, ça ne mobilise plus certaines capacités, si à partir du moment où je fais faire, mais ça commence déjà avec l'outil de base. Si je prends une tronçonneuse, je ne vais pas avoir les mêmes muscles que si j'utilise une scie. Je peux choisir ça. Bah, c'est sûr que je vais abattre des arbres, je ne fais pas le même travail, mais en moi, il y a quelque chose qui va être moins. Je ne vais pas finir. Je vais finir comme ça, quoi. Voilà, parce que j'utilise une tronçonneuse. Et donc là, on est dans d'autres capacités, c'est-à-dire des capacités plutôt du côté des capacités intellectuelles et créatives que je vais moins mobiliser. Donc s'il y a fait à ma place certaines choses, eh bien ma capacité acquise, si je commence à la sous-traiter, ma capacité acquise qui ne s'exerce plus, elle va régresser. Ça, c'est de la perte effective, c'est sûr. Je peux me dire que c'est pas grave, mais je dirais qu'il faut en être conscient. C'est juste ça là. Je peux aussi réaliser que si je commence à faire à l'IA des choses que je ne faisais pas, mais que j'aurais pu me mettre à faire, ben, des potentialités qui auraient pu grandir ne vont pas grandir. Je sais pas, je prends un exemple, il y en a peut-être parmi vous qui se disent, tiens, j'aimerais bien, j'ai jamais dessiné de ma vie, j'aimerais bien en fait me mettre à dessiner. Puis en fait, je m'aperçois qu'avec un prompt, je peux faire des dessins. Si je pars là-dedans et que j'y prends goût, ben, je dessinerai jamais de ma vie. C'est peut-être pas très grave, mais je dessinerai jamais de ma vie. Je ne saurais jamais dessiner de ma vie. C'est une décision à prendre. Voilà, il y a une capacité en moi, peut-être, qui se développera jamais. Pour aller un peu plus précisément, je vais partir d'un cas personnel. Moi, ma passion, c'est la photo animalière. Voilà. Je ne suis pas Vincent Munier, mais voilà, c'est ça que j'aime bien quand j'ai du temps en vacances. Bientôt, je pourrais sortir on va appeler ça des photos quand même, j'y reviens après. Bientôt là, je ne pense pas que ce soit encore tout à fait opérationnel, mais je pense dans un an et demi, 2 ans, peu importe, je peux sortir des photos animalières dingues en restant devant mon ordi. C'est sûr. Donc, vous voyez, on peut se dire, bah, du coup, voilà, il n'y a plus besoin de. Voilà, mais ça pose une question, en fait. C'est ça autour de quoi je veux réfléchir ce soir. Vous voyez, d'un point de vue personnel et subjectif, est-ce que c'est mieux de pouvoir rester chez moi et avoir une photo de cerf qui brame avec de la fumée de transpiration au-dessus, dans un contre-jour, sous la lune. Vous voyez, là, je peux prompter, là. Et je peux avoir le truc parfait que je veux, le truc incroyable. Est-ce que c'est mieux? Oui. D'abord, il n'y a plus aucun apprentissage de la technique photo. C'est-à-dire que c'est fini. Je deviens plus, je suis plus photographe. Je suis prompteur d'IA sur ça. C'est autre chose. Donc il n'y a plus la photo. Je progresse plus d'apprentissage. Il n'y a plus l'art de la photo animalière. Vous m'inviterez un mercredi soir si vous voulez vraiment en savoir plus. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que aller trouver un animal, etc., c'est pas que de la photo, c'est aussi une observation, c'est du temps, c'est de l'approche, il y a tout un truc, quoi. Plus besoin. Et plus besoin, ça veut dire que si, bah, je sais plus faire. Enfin, je vais pas progresser, et non seulement je vais pas progresser, mais je vais régresser. Je connais plus l'animal, quoi. Et puis, vous voyez, une photo, c'est un événement. C'est-à-dire qu'il y a un effort, il y a une quête, il y a une espèce de petite aventure. On n'est jamais sûr du truc avant. C'est-à-dire qu'il y a du grain, il y a de la chair. C'est quelque chose d'humain. Donc ça, c'est le niveau quête en prompt, c'est quand même pas la même intensité.
Et puis plus profondément encore, moi, l'expérience que j'ai de la photographie. Donc, vous voyez, il y a l'effort que je fais, mais souvent, le plus beau, c'est qu'il y a un côté, il y a une espèce de cadeau qui est donné. De deux manières. Il y a un don, vous voyez, il y a une espèce de don dans cette activité-là. Mais j'en parle là parce qu'en fait, je pense que ça vaut dans plein d'activités qui caractérisent l'activité de l'homme. C'est-à-dire que va y avoir dans l'effort que je fournis, à un moment, ma créativité qui va s'exercer. On a tous des expériences comme ça, que dans une discussion, à un moment, vous voyez, il y a un petit jaillissement qui vient, il y a quelque chose, il y a une formule que je trouve quand je parle d'autres activités. Là, il va y avoir quelque chose du même ordre qui peut se produire, c'est que tout à coup, je vais voir un angle, je vais apercevoir quelque chose qui vient, et là, il va y avoir une espèce de petit jaillissement de la créativité qui caractérise le fait que l'homme est spirituel. Vous voyez qu'il y a ça en nous qui peut se produire. Et puis l'autre chose, de l'ordre du don, c'est que moi, mes meilleures photos, j'ai fait des efforts, j'ai eu cette grâce un peu de créativité là qui arrive, mais c'est aussi qu'il y a un animal qui s'est bien présenté, qui est arrivé de la bonne manière. Il y a eu le bon petit coup de vent qui a relevé les plumes d'un oiseau. Ça, vous voyez, c'est cadeau, ça. Vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est donné, c'est gratuit, où il y a là une bonne lumière qui arrive au bon moment, le bon soir, et il n'y a pas un nuage qui est venu. Voilà, il y a ça. Ça, vous voyez, c'est pas du tout la même chose de le prompter, le même avec des petites plumes qui se relèvent. Là, il n'y a pas de don, là. Il n'y a plus cette expérience-là. Ça disparaît. Vous voyez, il n'y a plus ça. Il y a système statistique probabiliste, il y a aucune créativité. Je veux dire. Il y a une illusion possible de créativité, mais matériellement, il n'y a pas de créativité possible. Il n'y a plus cette expérience. Ouais, donc l'expérience profondément humaine de la quête, de l'apprentissage, d'une part, à plat ventre dans la vase, pour choper un oiseau avec la marée montante, ou bien l'expérience du don que j'ai évoqué, ça disparaît. Ça disparaît avec le recours massif dans nos existences à l'IA. Or, ce sont des expériences profondément humaines. Je rajoute un autre petit élément, un tout petit peu plus peut-être difficile à attraper, c'est que d'un point de vue objectif, c'est pas un super jeu de mots avec la photo, d'un point de vue objectif, et je sors une photo de mon ordinateur. En fait, c'est pas une photo générée par l'IA. On ne peut pas appeler ça une photo. Sauf que ça se vend, ça se présente, ça se revendique illusoirement comme une photo. C'est-à-dire que je vais avoir une photo, je me dis « Ah, cette photo est incroyable », mais en fait, cette photo ne correspond à rien qui ait jamais existé de réel. Je dis pas là, oui, je suis pas en train de dire c'est bien ou pas bien. Je dis juste, faut être conscient de ça. Et on va générer, c'est en train de se passer du côté de la musique. Aujourd'hui, je crois que sur les Spotify et autres, la moitié de la production, c'est de l'IA qui tourne. Donc il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un de réel, même s'il y a des ersatz d'artistes ou vous voyez, des figures créées comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez, d'aller dans un monde où je ne saurais plus, en fait, ce qui est rattaché au réel ou ce qui ne l'est pas. Alors là, l'IA, elle y est rattachée par un fil, c'est-à-dire que pour sortir une super photo de cerf, il faut quand même que il y ait des gens qui soient allés photographier des cerfs et que les IA viennent copier. Et vu comment ça se passe économiquement, aujourd'hui, on peut dire piller. Piller. Aujourd'hui, le développement des photos, c'est un pillage de la propriété intellectuelle parce que certains grands journaux, notamment, qui n'ont pas envie d'être en retard, ouvrent les trésors. Voilà. Donc ça poserait aussi des problèmes économiques, de droit même. Je passe là-dessus. Voilà. Est-ce que nous avons envie de vivre dans un monde comme ça où devant une image, je ne saurais plus? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience comme ça devant une vidéo. Vous avez une vidéo que vous regardez, en fait, vous dites, mais en fait, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne sais pas. Est-ce que nous avons envie de vivre dans ce monde-là?
Quelle joie aussi, je pourrais le mot joie qui est important, aurais-je demain à produire une super photo, aller passer 5 heures d'approche, d'affût pour essayer de choper mon cerf. Vous voyez, alors je l'ai dit tout à l'heure, si je la sors sans effort, juste en promptant, sans contact même avec le monde, vous voyez, la joie d'avoir produit une photo dans ma chambre, ou alors d'avoir mis 5 heures et peut-être même 8 jours ou 10 jours en fait à l'attraper, ça va être quoi vous voyez, la joie qui va venir. Donc appliquez ça à des actions dans votre vie. Vous voyez, j'aurais gagné du temps, j'aurais peut-être un résultat qui est esthétiquement. Alors c'est de l'esthétique, lisse d'Instagram. Hein. On parle de ça, c'est-à-dire de la photo parfaite, lissée. Je vais pas avoir de joie en fait à cette activité-là. Ça va m'amuser 10 jours, mais à un moment ça va retomber. Et puis quelle joie je vais avoir si je me dis bah non mais moi je suis un vrai, je continue à faire de la photo animalière. Et je laisse les autres faire des prompts à domicile. Ouais, mais il y a quelque chose aussi qui va se passer, c'est que je rentre, et moi et vous voyez, quand vous avez produit quelque chose, vous avez envie de le partager souvent. Il y a la joie personnelle, ce que les anciens dans la philosophie appelaient la fruitio, c'est-à-dire j'ai fait une bonne activité et je goûte le fruit de mon travail. Voilà. Ce qu'on a aussi dans la Bible. Mais j'ai aussi envie de le partager avec d'autres. Voilà, qu'est-ce que ça va faire? Je montre une photo, mais à des gens qui sont blasés, parce qu'ils sont saturés de trucs, et qui en fait, ils envoient des plus belles, entre guillemets, plus parfaites, qui sortent de prompts, qui sortent de l'IA ailleurs. C'est ça qui se prépare. S'il y en a parmi nous qui sont un peu artistes, je pense que vous sentez venir cette petite angoisse de dire, en fait, mon dessin n'intéressera plus personne. Humainement, enfin, là, je suis déjà un peu sur mon point d'après, sur les relations. Faut voir ça venir quand même. Faut voir ça venir. Est-ce que c'est de l'orgueil de dire bah moi j'aimerais qu'on admire ma photo de cerf à moi? C'est peut-être aussi vous voyez, la fierté du travail, et ça quelque chose de profondément humain. Le goût du travail bien fait, cette réjouissance d'avoir posé un acte qui a produit quelque chose à travers des efforts, la rencontre entre des efforts et puis quelque chose qui se donne gratuitement. Voilà. Bon, je vous ai raconté ma vie autour de la photo animalière, mais faites l'exercice chacun à travers une activité, vous voyez, que vous avez dans le cœur, qui vous procure la joie aujourd'hui, et projetez-vous. Regardez ce que ça peut venir faire dedans. Le soubassement un peu de ça, ce qui nous pousse, vous voyez, à nous dire, mais en fait, et donc du coup, il y a un moment, on peut se dire, mais pourquoi, en fait, nous partons dans une direction qui est un éteignoir à joie? Pourquoi nous nous engageons massivement dans un truc qui va générer de la tristesse? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'impose à nous, donc on pourrait dire dans le discours, c'est que, vous voyez, quand on regarde, même c'est philosophiquement, on peut le penser, mais c'est dans la Bible, la vision de l'homme sur le travail, c'est que le travail, c'est une activité humaine. Et aujourd'hui, il y a un renversement qui s'est opéré, c'est que on évalue le travail en termes d'efficacité. Et l'homme est mis au service du travail. Voilà. Donc le mot efficacité, qui est l'espèce de mantra, de critère d'évaluation absolument dominant, il est lié à un système économique, mais on pourrait dire technico-économique, dans lequel nous baignons, qui nous donne à penser, quoi, qui forme ou formate nos pensées, et qui fait que, vous voyez, notre critère d'évaluation numéro 1, c'est pas qu'est-ce qui me donne de la joie, c'est qu'est-ce qui est efficace. Mais vous voyez, une réflexion humaine ou bien le recours à la Bible nous dit ça, c'est pas le critère numéro 1 pour la vie heureuse et pour la vie bonne. Donc c'est la question qui se pose à nous collectivement. C'est une vigilance par rapport à la manière dont s'impose à nous cette valeur de l'efficience ou de l'efficacité. C'est Éric Sadin qui dit ça, le pire et le truc qu'on entend le plus au sujet de l'IA, c'est c'est pratique. C'est la version triviale de efficacité. C'est pratique. Voilà. Donc vous-même, je vous invite vraiment à vous mettre à brancher un petit radar intérieur sur le nombre de fois où vous allez, vous voyez, être tenté d'y aller en vous disant c'est pratique. Mais si cette décision que tu prends
C'est à partir de est-ce que c'est pratique ou pas, tu te prépares pas à une vie heureuse. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une, je dirais, un critère qui conduit à la vie heureuse. C'est un critère qui nous vient du marché. Si je le disais avec Welbeck, ça nous vient du marché et ça vient sur nous. Attrait du confort, ça va avec. Aversion pour l'effort, c'est aussi ça, vous voyez, la tentation qui peut venir, sur quoi peut venir se greffer aussi ce recours à l'IA. Et puis, je vais prendre un tout petit peu une autre expression, c'est ça gagne du temps. Vous voyez, gagner du temps. On a toujours, vous voyez, nous sommes fascinés aussi par l'idée de gagner du temps. Si on prend un tout petit peu de recul, c'est une statistique que j'ai déjà donnée, je crois. Vous voyez, le gain d'espérance de vie qui a été acquis, alors c'est une statistique qui est ancienne, mais il y a une vingtaine d'années, elle correspondait, vous voyez, en l'an 2000, ce qu'on avait gagné pas depuis les années 50, correspondait au temps que les gens passaient devant la télé dans leur vie. Alors, je ne dis pas que la télé c'est absolument nul, mais c'est quand même intéressant, vous voyez, de se dire, on a gagné du temps pour s'asseoir, et voilà. Et là, on est un petit peu dans la même, c'est ça qui continue, vous voyez. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et je pense que beaucoup d'entre nous lèveraient la main si je disais est-ce que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y en a une majorité d'entre nous qui dirait ben oui. Et en même temps, c'est les dispositifs, donc ça c'était le smartphone qui nous dit mais tu vas gagner du temps. Mais en fait, tu en gagnes pourquoi? Voilà. Et là, on est encore, donc ça fait quand même plusieurs fois qu'on a une technologie qui nous arrive, qui nous dit tu vas gagner du temps. Par exemple, les transports. Nous gagnons du temps avec les transports, mais nous passons plus de temps aujourd'hui dans les transports que nos parents, que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents. Donc nous gagnons du temps dans les transports parce que nous les utilisons encore plus et que le monde se configure comme ça. Donc vous voyez, aujourd'hui, le travail en région parisienne, alors les gens qui ont de l'argent échappent par le haut à ça, mais je dirais, les petites gens qui travaillent, eux, ils se prennent ça c'est 3 heures à 4 heures par jour. On gagne du temps. Vas-y, passe ton temps dans la voiture. Je suis un peu négatif, mais je veux dire, faut voir ces choses-là. Et donc là, la promesse que tu vas gagner du temps, je dirais, qu'est-ce qui va faire que tout à coup, cette espèce d'intensification et d'accélération du monde va tout à coup s'inverser magiquement, alors qu'il n'y a pas d'autres critères humains qui arrivent par ailleurs. Non, ça ne va pas se passer. Si on demande aux gens de quoi vous avez besoin, tout le monde va dire de ralentir dans nos moments de sagesse. Et puis il y a une technologie qui arrive qui dit gagne du temps et on y va tous. Ralentis. Un deuxième point, c'est la question des capacités relationnelles. Vous voyez, j'ai parlé des capacités intérieures. Sur les capacités relationnelles, je vais accélérer un peu pour ne pas être trop long. Il y a quelque chose qui est important, c'est de démasquer des illusions d'altérité. C'est-à-dire que l'IA, dans son usage un petit peu trivial, voilà, c'est-à-dire, je pense qu'il va se passer la même chose que pour le téléphone. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup des aspects très, 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 très pointus de l'IA, ça va permettre de découvrir la fission nucléaire, ça va permettre de craquer des trucs de cancer. Bon, ça, c'est le rêve qu'on nous vend. De la même manière qu'avec les smartphones, on disait mais ça c'est un outil de travail pour gens sérieux. Aujourd'hui, le recours à ça, le premier usage mondial, c'est pour des vidéos de chats, on l'a déjà dit. C'est pour du petit jeu en ligne. Donc je veux dire, on n'est pas du tout dans des choses très sérieuses. On est dans de l'hyper distractif. Il va se passer la même chose avec ça, boosté avec les IA de nouvelle génération. C'est-à-dire que ça va devenir notre petit compagnon cocooning. C'est ça qui va se passer. Parce que c'est aussi comme ça que c'est pensé. Avec les neurosciences à l'appui des algorithmes pour venir chercher ton besoin de consolation immédiate. Voilà. C'est pensé comme ça pour générer de l'argent. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Et donc, l'usage massif, populaire, ça va être ça. Ça va être ce cocooning pour nous satisfaire, on va dire, à court terme et provoquer de la dépendance. Il y a un auteur dont j'ai oublié le nom, il a eu cette formule. Il a dit l'IA, c'est un peu comme une mère toxique.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose une douceur, mais qui, au lieu de te faire émerger vers prendre ton indépendance et te faire grandir, qui est captatrice, qui te garde et qui te lâchera pas, parce que le modèle, il est conçu pour te garder. Je trouve que c'est une formule qui a ses limites, mais qui a aussi sa puissance. L'IA, c'est comme une mère toxique, elle va te garder. Elle ne te fera pas grandir. Tu ne pourras pas te séparer d'elle le moment venu. Et donc ce goût que nous allons pouvoir développer avec l'illusion d'un jeu qui me parle, mais ce n'est pas un jeu, c'est un système probabiliste. Donc il n'y a personne derrière. Si vous voulez voir ça de manière à la fois distrayante, vous allez regarder le film Her, H-E-R, qui est vraiment génial. Ça a plus de 10 ans, mais c'est exactement ça. Voilà. L'illusion d'avoir quelqu'un, d'avoir une relation, et en fait, ce n'est pas une relation humaine. C'est un ersatz, c'est un fake de relation humaine. Et la conséquence directe, vous voyez, c'est que nous allons avoir moins de temps pour les relations humaines. Aujourd'hui, on est à une étape intermédiaire où la technologie, elle médiatise, c'est-à-dire que je continue à avoir des relations à travers les réseaux sociaux. Donc j'ai quand même un certain niveau de relation avec des personnes dont je consulte des comptes, dont je regarde des images. Alors si c'est des amis, je les connais un peu. Voilà. L'étape d'après, c'est que le lien avec des personnes réelles, il va être complètement distendu. Si ce n'est que ça ira piocher dans des paroles, dans des textes, dans du savoir humain. Mais mon agent coucounant à qui je vais dire mes problèmes de la journée et qui va me dialoguer avec moi, c'est plus personne. Voilà, c'est plus personne. Donc ça, là, je suis plus avec personne. Je suis en face d'un dispositif technique qui me renvoie à moi-même. Et donc moins de temps, c'est la conséquence moins de temps pour les relations réelles. Vous voyez, on voit aujourd'hui des adolescents sont à peu près à 5 heures sur les réseaux. C'est-à-dire, ça enlève quand même pas mal de temps. Moi, j'allais faire du patin à roulettes le soir dans le quartier. C'est pas tout à fait la même chose que de discuter comme ça avec des amis ou de regarder des vidéos comme relation humaine avec d'autres. Et puis l'autre conséquence il est bon d'avoir en tête, c'est que c'est ce qu'on voit déjà, mais là encore, je vous dis, c'est pas une espèce de, c'est que c'est déjà ce qui se produit avec les réseaux sociaux, c'est que ça me renvoie à moi, à mes goûts. Ça me confronte de moins en moins à l'altérité, c'est-à-dire à ceux qui pensent autrement, qui sentent autrement. Et donc, plus je suis avec mon agent coucounant, qui me dit un peu ce que j'ai envie d'entendre sans me violenter, plus ça va être compliqué d'être confronté à des gens, même à mes amis, qui ont leurs limites, qui m'agacent. Et qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez, que nous allions vers une époque où, peut-être maintenant, vous voyez, dans la relation humaine la plus intense, on pourrait dire, qu'est celle d'un couple, potentiellement, maintenant, on va avoir, vous voyez, une épouse qui, au lieu de parler à son mari, elle va parler à son agent, alors qu'il ne s'appellera pas, qu'il aura un nom doux pour que ça soit qu'on ait envie d'y aller. Mais je trouve que c'est vertigineux de se dire que une des relations humaines les plus fondamentales, elle est investie là par la technique. Pas tout à fait la même chose que la tronçonneuse. Hein. Pas tout à fait la même chose que la tronçonneuse. C'est ça, vous voyez, le point d'attention. Vous voyez, quand je vous dis que ça vient toucher l'espèce de jaillissement créatif que tu as dans ton langage, etc., c'est pas la même chose que la tronçonneuse. Si ça vient toucher le cœur d'une relation d'amitié et que là, il y a un dispositif technique qui vient se mettre, c'est pas la même chose. Donc, il faut se réveiller. Voilà. Faut se réveiller. Là encore, la réflexion philosophique, mais aussi ce que nous lisons dans les Écritures, dans la Bible, peuvent nous affermir dans le fait que, comme je disais tout à l'heure, le travail est humain, ou bien l'homme est, voyez, fait pour que le travail l'humanise, le fasse grandir. De la même manière, l'homme est fait pour que nous sommes faits pour les relations humaines. Et donc, quand une technologie vient menacer ça, nous devons collectivement nous dire, on s'arrête, on réfléchit, on décide.
Je le ferai une autre fois, mais une dernière chose, c'est que vous voyez, l'homme, c'est un vivant. Nous sommes des vivants. Alors, nous avons cette capacité, cette dimension spirituelle, mais nous sommes des vivants. Et nous sommes dans le vivant. Et il est évident que le développement des IA à plein gaz est une atteinte, jusqu'à ce qu'on ait démontré le contraire. Mais jusqu'à maintenant, c'est évident que c'est une atteinte au vivant. C'est-à-dire que ça continue de faire chauffer la machine, de créer du réchauffement climatique, de pousser ce système qui est en train de dézinguer le vivant à échelle de la planète. Et donc l'homme aussi, qui est au cœur du vivant, c'est-à-dire quand le vivant s'effondre, l'homme est menacé. Et là encore, la Bible nous dit que nous sommes des vivants au milieu d'un cosmos dont nous avons la responsabilité. Et quand une technique ou quand une technologie est menaçante pour ce cosmos et son bel équilibre, là encore, collectivement, nous devons nous arrêter, nous interroger et décider. Je vous invite à prendre quelques moments en silence et peut-être essayer comme je vous ai invité au début, peut-être à penser à une activité que vous aimez, vous voyez, qui produit de la joie dans vos existences. Ça peut être dans votre travail, ça peut être une passion que vous avez. Oui, dites-vous intérieurement, demandez-vous ce que vous n'avez pas envie de... Oui, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la joie qui vient dans cet acte-là, ou dans cette action-là, ou dans cette activité? Et vous pouvez poser cette question, est-ce que j'aimerais qu'une machine fasse ça à ma place? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Voilà, peut-être intérieurement pour terminer, si vraiment vous voyez, vous sentez que vous dites non, ça je veux le garder, ça m'humanise, ça me fait grandir. Alors vous pouvez vous le dire à vous-même. Et puis si ça vous parle, vous pouvez aussi vous adresser à Dieu et lui dire cette action-là, tu m'as créé pour que je puisse la faire, la réaliser. Je te demande de la protéger. Donne-moi le courage de la garder. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode. Et abonnez-vous.